Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau numéro de PL Club avec un véritable tournant dans cette saison de Premier League puisque le mercredi 15 février, Arsenal accueille Manchester City. C'est le grand choc de la saison entre les deux prétendants au titre. Et on va évidemment parler des rencontres qui auront lieu avant la 23e journée. C'est ce week-end et on va la préfacer en compagnie de Bruno. Salut. De Philippe. Bonjour. Et de Christian qui se trouve à distance mais qui va nous fournir les modèles de jeu et nous décrypter les différentes équipes qui vont s'affronter ce week-end. En attendant, messieurs, on va quand même commencer l'émission en parlant peut-être du plus grand scandale de l'histoire de la Premier League, le Citygate, puisque Manchester City est visé dans une enquête indépendante, mais quand même lancée par la Premier League. On parle d'une centaine d'infractions commises par Manchester City depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires émiratis. On parle déjà de 2009. Il y a trois choses qui sont, on va dire, dans les infractions, qui sont reprochées à Manchester City. C'est du faux sponsoring pour gonfler les revenus à travers des sociétés qui appartiennent déjà aux propriétaires. Ce que tout le monde fait quasiment au plus haut niveau. D'accord. Le paiement secret, notamment à Mancini, à d'autres joueurs. Ce que tout le monde fait apparemment aussi. Ok, vous êtes un peu l'avocat de la défense. Pas déjà. du tout, il faut être puni pour ça. D'accord. Et la troisième chose quand même, et ça gêne beaucoup de clubs en Premier League, c'est le côté parasité de l'enquête, puisque Manchester City n'a pas fourni tous les documents. Il y a une espèce de contrat de confiance qui est rompu entre la Premier League. On rappelle que la Premier League, c'est tous les clubs ensemble qui ont une voix, notamment pour les votes. Et là, ça commence quand même à embêter un petit peu tout le monde. Alors, on parle de plusieurs punitions. Ça peut être un retrait de points, une amende, une relégation. On est au début du processus. Ce ne sera peut-être pas pour cette saison, mais quand même, ça a l'air très sérieux. Pour la Juve, ils ont été vite. Hein, oui. Donc, en cours de saison. Points. On verra pour Naples si ça continue aussi, puisqu'il y a des petits problèmes là. On va voir, mais s'ils vont vite, c'est cette saison encore. Il faut rappeler que City a déjà été condamné. C'est vrai. Ils ont été en appel auprès du TAS. C'était par l'UEFA, 2 ans sans Coupe d'Europe, un jugement qui a été cassé par le tribunal pour des faits qui sont repris aussi dans ces faits-là. La différence, c'est qu'il y avait prescription au niveau du tribunal arbitral du sport. Aujourd'hui, il n'y a pas de prescription en Première Ligue. Donc, c'est un deuxième coup sur les mêmes faits, plus d'autres faits qu'on a ajoutés, et c'est quand même 4 ans d'enquête, c'est énorme. Il y a des faits qui avaient été dévoilés dans les Football League, donc est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'hypocrisie aussi dans tout cela? Parce qu'on parle de 14 ans, on retourne jusqu'à 2009. Mais comme vous le dites, Bruno, tout le monde est quasiment au courant. Des milliards ont été dépensés. Et il n'y a pas que en Première Ligue. Mais en même temps, maintenant, ils sont en train d'attaquer l'image de marque de la Première Ligue. Et là, normalement, on ne peut pas toucher à l'image de marque de la Première Ligue. Ce qui me surprend aussi, ce sont les déclarations de Guardiola, qui a dit « Si le club m'a menti, je pars ». Il avait dit ça il y a quelques mois, au moment où le tribunal apparemment, le club lui a menti. Levé la sanction. Donc, en tout cas, je pense que c'est un signal fort de la Première Ligue pour montrer que peut-être que certaines époques est en train de s'achever. Il faut l'espérer, parce que comme Bruno l'a dit, ça se passe partout, on le sait, tout le monde le sait. Peut-être qu'au niveau de la Première Ligue, vu l'image de marque mondiale, l'argent que ça rapporte et les dégâts que ça pourrait provoquer, ils préfèrent prendre les devants et je trouve que c'est très méritoire. Maintenant, il faudra voir si ça débouchera effectivement sur des condamnations. Si c'est le cas, ils vont payer cher, très cher. Bon, Manchester City a les moyens de se payer les meilleurs avocats. Oui. Mais c'est un fameux pavé dans la mare. C'est pour ça que depuis autant de temps, ils font traîner les choses aussi. Hein. Ouais. C'est ce qu'on leur reproche. Hein. Et dans ces cas-là, on dit affaire à suivre. En attendant, on va parler football, on va parler Première Ligue et on va revoir les plus beaux buts de la 22e journée. Still just the one clean sheet for them all season in the Premier League. More trouble here maybe. De Silva. It will reach Wissa. Johan Wissa and plenty to pick up. Burma doubles the lead. As swiftly as that. Yeah, Wissa's certainly onside. I thought the pass actually was for Ivan Toney. That was a better ball. And Burma comes inside. Super comeback once again. Unselfish play from this Brentford outfit. Doesn't keep a hold of it, and here come Leicester. And here comes Tete, who's one-on-one, and scores! A dream debut for Leicester City's flying Brazilian winger. Welcome to the Premier League, young man. And it's a brilliant pick out, it's a great one from Tete. Gibbs might get the delivery right for them here. Yes, he
Johnson breaking the deadlock. If that were August or September when Johnson came onto that, he probably would have missed it. Now his game has been lifted as the season has progressed, and that was smashed and beautifully placed. Un top but qui, le week-end dernier, était un peu privé de ses stars. Bon, il y a Kane qui a marqué, et on en reparlera parce que c'était évidemment un but exceptionnel, pour un chiffre exceptionnel. Mais là, ce sont des joueurs... Vous ne sortez pas du Haaland, vous ne sortez pas du De Bruyne. C'est rare quand même, ça. Difficile quand ils ne marquent pas ou ils ne font pas l'assist. Absolument. Effectivement. Bon, on va faire le traditionnel bilan avec Christian. Il n'y a pas eu beaucoup de changements le week-end dernier. Arsenal a perdu, Manchester City a perdu également. Le bilan avec un meilleur buteur qui n'a pas marqué et un meilleur donneur d'assist, De Bruyne, qui ne l'a pas fait non plus, Christian. Ouais, ce n'est pas arrivé souvent cette saison, mais rien n'a changé. Donc, on reste à 25 et 11. Et voilà, on a dû attendre la fin du match d'hier soir pour pouvoir ajouter les buts. On est à 576 buts. On est toujours en dessous des 50% pour les victoires à domicile. Et voilà, rien ne change cette semaine. Et voilà, espérons que la semaine prochaine, on retrouve d'autres chiffres plus élevés. Alors, le point de mire de l'émission, c'est évidemment Arsenal-Manchester City de mercredi prochain. On va donc parler de la rencontre d'Arsenal et de Manchester City ce week-end. On commence avec les Gunners dans un derby londonien face à Brentford. Arsenal battu pour la deuxième fois de la saison, seulement le week-end dernier, une défaite 1-0 du côté d'Everton. Les Gunners sont toujours top of the league avec 50 points. Mais attention, Brentford 7e avec 33 points. Brentford est une équipe qui marche plutôt bien. On en reparle dans quelques instants. On va revenir sur cette défaite d'Arsenal parce que ça fait en plus la deuxième d'affilée. Ils avaient perdu en Cup 1-0 à Manchester City. Une défaite qui avait été bien acceptée parce qu'il y avait eu un turnover, beaucoup de changements dans l'équipe de base. Par contre, la défaite à Everton, est-ce que c'est un signal comme quoi Arsenal est un petit peu dans une période plus compliquée? Je crois que c'est surtout un signal pour Everton. Pas nécessairement pour les Gunners. Ils ont joué sur une mauvaise pelouse, ce qui est exceptionnel. Je pense. En Première Ligue, c'est assez exceptionnel. C'est exceptionnel, ça n'arrive jamais. Donc, on peut même penser que c'est un peu volontaire. Si ça arrive, c'est que c'est volontaire. Et c'est bien joué, puisque toutes les armes peuvent être utilisées. Ils ont perdu le combat physique, ils ont perdu le combat technique, ils sont très peu cadrés. Et on le verra, ils encaissent sur phase arrêtée, parce que pour le même prix, vous faites un match... On l'a dit pendant une heure, Arsenal est une équipe qui, même quand elle joue mal aujourd'hui, n'encaisse pas. Mais ils n'ont pas pu le faire pendant 95 minutes face au Toffees, qui ont été très très courageux et qui ont fait un très gros match. Et bon, vous savez, quand on regarde le classement général, et je vais conclure avec ça, quand vous avez la Lanterne Rouge qui est à 6 points de Leicester, qui a 21 points, vous avez 7 équipes là qui vont jouer jusqu'à la dernière minute le maintien. Ça fait beaucoup d'équipes, donc c'est intéressant. Donc pour Everton, pas d'inquiétude aujourd'hui. Pour Arsenal, pas vraiment non plus. C'est un bon signal d'alarme, au bon moment. Au moment où on reprend juste après la Coupe du Monde, il fallait qu'ils aient quelque chose qui les maintienne en éveil parce que ça va être long. Et ils doivent gagner quasiment tous les matchs pour être certains d'être champions. Donc c'est une bonne chose finalement de perdre ce match-là dans des conditions particulières parce qu'on peut trouver l'excuse du terrain et elle est vraie. On a bien vu que techniquement c'était difficile pour eux. Ça veut dire que déjà à domicile ils doivent être sur un terrain parfait tout gagner. Ça c'est une première chose. Donc je pense que le groupe et Arteta a dit qu'il avait totale confiance en ses joueurs pour rebondir. Je crois qu'il a raison. Ils doivent travailler la confiance maintenant. Des matchs ils peuvent en perdre un de temps en temps, mais pour être champion il faudra gagner beaucoup. Être leader c'est euphorique. Mais ça use aussi. Ouais. Et là, il faut voir, parce que ça fait quand même quelques années qu'ils n'ont pas occupé cette position-là, et donc il faut voir comment ils vont résister à ça. City, c'est pas un problème pour City, ils ont été champions, je crois, en 2021, en ayant été battus 6 fois sur la saison. Pour eux, c'est pas un problème, ça. Ils sont parés pour ça. Est-ce que les Gunners aujourd'hui sont parés pour ça? On sait qu'ils sont parés pour réussir des coups, réussir un début de saison exceptionnel. On va voir maintenant s'ils sont parés aussi pour tenir. Point d'interrogation, effectivement. Par contre, ils sont toujours invaincus à domicile. Seul Newcastle est l'autre équipe qui n'a pas encore perdu dans son stade. C'est quand même 9 victoires, 1 partage. Le seul partage, justement, c'est face à Newcastle. Mais seulement 2 clean sheets, par contre, durant ces rencontres. Donc, ils encaissent quand même régulièrement, mais ils marquent plus que l'adversaire. Ça reste l'essentiel. Et avec Christian, on va voir est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir Arsenal encaisser quasiment à chaque match, peu de clean sheet, surtout à domicile, et les buts encaissés, notamment sur les 2 derniers matchs. Est-ce que ça provoque chez vous, dans votre analyse, une petite inquiétude?
Oui et non, parce que on a bien compris que l'objectif était d'en marquer un de plus que l'adversaire et donc d'être très offensif, et notamment avec ce fameux jeu dominant placé où ils excellent. Là où c'est un peu inquiétant par rapport aux dernières journées, c'est que ils ont pris 2 buts et 1 but, donc plus le but en cup, ça fait 4 buts, donc on a 3 buts en première ligue. Là où c'est inquiétant, c'est 1 sur une reconversion rapide avec une mauvaise sortie de balle et 2 phases arrêtées sur corner, un de la gauche, un de la droite. Et donc on va le voir dans les images. C'est là que voilà, peut-être que c'est la période de l'année où ça serait un peu moins favorable et donc voilà, ils encaissent un but, mais ils ne sont pas les seuls. On a vu que Manchester City, on le verra plus tard aussi, est aussi dans le même cas avec ses mauvaises sorties de balle. Mais c'est là ici, c'est surtout là qu'ils peuvent pas encaisser, parce que quand ils sont dans des matchs où c'est très serré, et notamment dans un match avec Everton, avec un impact physique important, avec un travail défensif d'Everton qui était courageux et très solide, eh bien, il faudra pas aller perdre des points sur des phases arrêtées. Et là, on le voit ici, c'est le cas contre Everton, et c'est une défaite qui est la conséquence de cette erreur défensive. Donc, il faudra se reprendre au plus vite et surtout ne pas encaisser ni sur jeu direct et ni sur phase arrêtée. Cette équipe de Brentford, on l'a dit, 7e, mais si on regarde le bilan sur les dernières rencontres, on voit que c'est l'équipe la plus en forme. Et là, Christian m'a fait signaler dans la préparation de l'émission qu'on peut être quand même 7e, qu'on peut être un prétendant à la Coupe d'Europe, tout en étant très moyen, voire parfois mauvais en déplacement. Oui, on dit toujours que pour les équipes du top, il faut être impérial à la maison et de temps en temps prendre des points en déplacement. Mais pour une équipe comme Brentford, on remarque en fait qu'on peut jouer dans ce sub-top, être très proche du top 6 en ayant un bilan en déplacement qui n'est pas terrible. On peut le voir sur l'infographie. Il n'y a que 2 victoires, et encore, c'était contre Manchester City. C'était le match avant de partir à la Coupe du Monde où tout le monde a levé le pied. Mais regardez, dans les équipes, vous voyez donc le classement des équipes contre qui ils ont joué en déplacement. Contre les équipes du top, ils ne gagnent pas, et contre le reste, ils ne font que des partages, même contre des équipes comme Bournemouth ou Leeds. Donc aujourd'hui, la Première Ligue, et ce n'est pas lié qu'à la Première Ligue, on peut être en dessous du sub-top, on peut être 7e, 8e, en ayant un bilan en déplacement qui n'est pas du tout exceptionnel. Vous savez, regardez le classement. Ils ont 8 victoires, comme Chelsea, comme Liverpool, et ils ont 4 défaites au général. 3 de moins que Chelsea, 3 de moins que Liverpool. Donc Brentford est une grande équipe aujourd'hui. Oui, ça permet justement de lutter pour l'Europe, parce que Chelsea et Liverpool sont les 2 équipes du top, du Big Six, qui sont décevantes cette saison. Bon, c'est 2 victoires en 10 déplacements. Ils ont quand même été gagnés à Manchester City, donc ils sont toujours capables de faire un coup. Mais Christian, si on regarde leur état de forme, on a presque envie de dire que c'est la meilleure équipe actuellement en Première Ligue. 9 matchs sans défaite. Ils n'ont pas perdu depuis le retour, depuis la reprise. Et ça, c'est l'effet Coupe du Monde, Serge. Ouais. On peut voir que pendant cette période où ces joueurs se sont reposés, ils en ont profité pour travailler. Regardez qui est en haut de ce classement. Brentford, Nottingham Forest, Brighton, Arsenal qui, malgré tout, reste quand même sur une période importante, et Aston Villa qui vient quand même d'une position qui était quand même très basse. Donc cette Coupe du Monde, ce break Coupe du Monde a permis à toutes ces équipes qui avaient moins d'internationaux de pouvoir mettre des choses en place et de préparer cette deuxième partie de saison. Et les 5 derniers matchs et l'état de forme que l'on voit sur ce tableau en est la preuve. Et donc c'est très bien, parce que ça va donner plus de compétitivité pour la suite du championnat. Ce qui est résumé dans ce qu'on dit aujourd'hui, c'est la première image de l'émission. C'est le but que marque Brentford. Le but d'Mbeumo, vous avez vu le pré-assist d'Ivan Toney, en extérieur du pied, comment ça s'enchaîne. Il n'y a que des équipes en pleine confiance qui peuvent réaliser ça et en pleine forme. Oui, ça marque avec Mbeumo, avec Toney, avec Wissa, le trio très efficace devant. Et puis un seul but encaissé sur les 5 derniers matchs de championnat. C'est une équipe qui est débarrassée des craintes de relégation, ce qui aurait pu être son cas au début de la saison, de se dire ça va peut-être être plus difficile cette saison-ci. Ce n'est pas du tout le cas. Ils reviennent en forme physiquement après la Coupe du Monde. Christian l'a très bien expliqué. C'est sans doute l'équipe la plus dangereuse actuellement. Parce qu'en confiance, avec des bons joueurs et en forme physique, que demander de plus, finalement, pour être efficace. C'est une équipe qui n'encaisse pas. Elle reste sur 3 clean sheets consécutifs. Et on l'a dit, c'est une équipe qui a vraiment des atouts offensifs. Qu'est-ce qu'on peut dire du modèle offensif de cette équipe de Brentford, si on prend en tout cas les matchs d'après la Coupe du Monde? Et on l'a dit, Brentford est toujours invaincu.
Et ça fait un bien fou en fait d'observer le modèle depuis la Coupe du Monde parce que c'était une équipe qui était tout le temps milieu de classement et qui utilisait la reconversion rapide et les phases arrêtées. Surtout les phases arrêtées, ils ont toujours été des spécialistes dans ce domaine. Là où on voit maintenant une progression, c'est que cette équipe, avec la confiance, avec le travail, avec les étapes qui sont accomplies saison après saison, maintenant regardez, c'est 5 buts sur jeu dominant placé. C'est une équipe qui a besoin de moins marquer sur le jeu rapide, qui marque toujours autant sur les phases arrêtées, et ça c'est une qualité qui leur est propre. Mais le fait de marquer sur jeu dominant placé prouve que cette équipe est en pleine confiance, que l'entraîneur parvient d'inculquer une nouvelle philosophie de jeu, de progresser, et peut-être que dans cette dynamique-là, s'ils parviennent à garder des joueurs et de se renforcer un peu plus, c'est une équipe qui va pouvoir revendiquer peut-être le top 6 dans peu de temps. Et donc, je trouve que ça, c'est... Souvent, cette équipe a été une épine dans le pied des grandes équipes en faisant des performances contre des équipes du top, en gagnant souvent grâce à des reconversions rapides ou des phases arrêtées. Mais là, ils parviennent maintenant à s'imposer et donc ça fait du bien parce que ça élève le niveau de cette première ligue et ça donne beaucoup d'espoir pour les autres équipes pour pouvoir mettre un vrai travail en place et progresser saison après saison. On le voit, il y a des reconversions rapides, ça c'était avant la Coupe du Monde, là il y a une phase arrêtée, on voit aussi c'est une équipe capable d'aller mettre le danger dans le rectangle adverse. C'est une équipe qui a en tout cas toutes les qualités pour mettre en difficulté Arsenal. Même si, on l'a vu, si c'est une équipe qui marque surtout sur le jeu dominant placé, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les Gunners. Non, mais vous avez vu, 4 buts aussi sur phase arrêtée. On vient de voir qu'Arsenal a encaissé sur... Non seulement il développe des qualités, mais il garde quand même un fond de qualité. Souvenez-vous, on avait vu avec West Ham qu'ils avaient perdu toute leur qualité à un moment donné, vu les transferts et les changements d'objectifs qui étaient opérés. Là, on a une équipe qui est complète à différents niveaux et qui commence à progresser à d'autres. C'est un adversaire coriace. Et qui est un super buteur, qui est peut-être pas encore au niveau qu'il peut atteindre, parce que je pense qu'il a été perturbé par sa première sélection en équipe nationale, puis ça s'est pas bien passé. La Coupe du Monde a été un peu... Maintenant, il est débarrassé de tout ça. À mon avis, il va marquer beaucoup dans la deuxième partie de la saison. 16 buts quand même pour Tony. C'est quand même un des meilleurs buteurs de la Première Ligue. Au match aller, Arsenal l'avait facilement emporté au Community Stadium 0-3. Ce sera peut-être un match différent ce week-end parce que Brentford est en forme et ça peut être un nouveau match piège pour les Gunners à suivre samedi à partir de... Le terrain sera en bonne qualité. Et le terrain sera de bonne qualité. Ce sera ça peut avantager Brentford aussi parce que c'est une équipe technique. Mais bon, ça va quand même être un avantage pour Arsenal. C'est le fil rouge du Goals of the Day. Donc à partir de 15h45, absolument. Ce sera avec vous Philippe. Et Benoît Gouders. Voilà, le rendez-vous est pris. Voilà pour cette rencontre. On passe évidemment aussi à la rencontre de Manchester City qui accueille dimanche Aston Villa. Manchester City deuxième avec 45 points, toujours 5 points de retard sur Arsenal et un match de plus. Aston Villa qui pointe dorénavant à la 11e place. On va d'abord revenir sur cette équipe de Manchester City, sur les événements. On a un petit peu parlé du scandale qui est en train de se mettre en place, en tout cas d'être médiatisé en Angleterre. Le départ de Cancelo à la surprise générale. Un Kevin De Bruyne qui commence la rencontre à Tottenham sur le banc. On n'a pas encore vraiment compris pourquoi. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour cette équipe de Manchester City ? On a des bruits qui circulent quand même, de problèmes dans le vestiaire qui auraient alimenté le départ de Cancelo. C'est jamais bon, ça fait combien d'années ? 6 ans qu'il est là. Guardiola, c'est la première fois qu'on entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement. Et donc, affaire à suivre quand même, oui. Il y a quelque chose en interne qui ne va pas. On est incapable de savoir ce que c'est parce que ça ne perce pas. Est-ce que c'est au niveau du vestiaire ? Est-ce que c'est au niveau des affaires qui sortent ? Je ne peux pas croire qu'ils ne soient pas au courant dans le club, qu'il y ait des enquêtes sur eux, que ça peut mal tourner. On peut reprocher beaucoup de choses à Guardiola, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas ça du tout, ce genre de choses. Il devait savoir qu'il y avait des choses qui tournaient mal. Et on le voit très cynique depuis pas mal de semaines, lors des conférences de presse, etc. Dimanche, c'était dimanche, oui. Dimanche, oui. City, moi, j'ai pas reconnu l'équipe. Non, franchement, j'ai pas reconnu. On a l'impression qu'il y a un côté vulnérable qu'on ne ressentait pas. Tottenham a été très bon. Ils ont mis une énorme pression, mais City était inexistant. C'est la première fois de cette saison que je vois une équipe qui est vraiment sans aucune imagination, sans envie, sans jeu, à part Alan, parce que lui, il est toujours dans l'euphorie de son statut. Il n'a pas touché un ballon dans le rectangle de Tottenham. On est d'accord, mais il a couru, il a essayé de ces choses. Voilà. Les autres, non.
Et ça, c'est inquiétant, je trouve. Oui. Et puis, c'est la manière d'encaisser les buts. On va les revoir et on va demander l'avis de Christian avec les mauvaises sorties de balles de Manchester City. Bon, il y en avait déjà eu face à Tottenham au match aller. City avait renversé la situation en deuxième mi-temps, mais là, dimanche, ça coûte cher parce qu'ils pouvaient revenir à 2 points d'Arsenal. Eh bien non, ils encaissent ce but du côté de Tottenham, mais ils n'ont jamais réussi à revenir dans la rencontre. C'est 2 buts encaissés sur les 3 derniers qui sont sur des mauvaises sorties de balles. Alors ça fait, je sais que probablement le bénéfice-risque pour des équipes de Guardiola ou d'Arteta, c'est d'utiliser cette arme parce que c'est plus bénéfique sur le long terme. Mais là, quand ça se regroupe en peu de temps, ça peut être dommageable parce qu'ils peuvent perdre des points. Et ça a été le cas le week-end dernier. Surtout ici, ce qui est inquiétant, c'est quand on voit les images et qu'on regarde les réactions des joueurs et du gardien de but quand ils ont encaissé ces 2 buts sur mauvaise sortie de balle. C'est l'incompréhension de se dire attendez, il y a quelque chose qui normalement doit fonctionner tout le temps et là ça fonctionne pas et voilà, donc il y a le ballon, voilà, c'est de nouveau un ballon qui est remisé 2 fois dans l'axe et on a l'impression qu'ils sont tellement habitués à ce que le joueur qui reçoit le ballon réagisse, mais aujourd'hui il faut quand même se dire que les équipes les observent depuis plusieurs années et qu'ils essayent d'anticiper ça, et là 2 fois on voit l'anticipation qui vient devant le joueur et après il y a une incompréhension, les joueurs se regardent en disant mais enfin qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas, tu sais bien et tout ça que ça se passe comme ça, et c'est là peut-être l'inquiétude qu'il peut y avoir pour la suite de la saison. C'est là que j'ai envie de... L'amoureux du football en moi regarde l'anticipation effectuée par l'adversaire, parce que ça veut dire que c'est très très bien joué. Et donc, et qu'il y a une vraie mise en place pour aller récupérer ce type de ballon pour aller au bout. Quand vous êtes sur un banc, dans un staff technique ou un coach, et que vous réussissez à faire des coups comme ça, jouissance totale, parce que ça c'est du travail de préparation, oui. Ça s'est joué en amont. Après, il y a une prise de risque dans ce type de relance, on le voit bien. Si Tottenham peut en profiter, ça veut dire que tout le monde peut en profiter en première ligue. Tout le monde en profite aujourd'hui. Mais c'est Heuchberg qui voit ce qui va se passer. Il est déjà à T+1. Au moment où le ballon part du pied du gardien, il sait déjà qu'il va être devant le joueur parce qu'il a vu, il a lu, et il a été comme ça pendant tout le match. Il a été homme du match pour Sky, mais il a fait un match exceptionnel, je trouve. Il était premier sur le ballon dans toutes les phases de jeu. Et il savait... Parce qu'il y a préparation, il savait que cette équipe avait un temps de retard sur son jeu habituel. Normalement, City ne se fait pas prendre comme ça, que ce soit en sortie de balle ou dans le jeu de manière générale. Et c'est ça qui est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des joueurs ? Il y a quelque chose qui ne marche plus. Et puis il y a le cas Haaland. Bon, il est quand même monstrueux cette saison, 25 buts, et il va battre très facilement sans doute le record de buts marqués en Première Ligue. Par contre, si on regarde ses statistiques, si on prend les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il ne marque que dans 2 matchs. Donc il y en a 5 où le compteur reste à 0. Il a réussi 4 triplés cette saison, donc c'est déjà la moitié de ses buts. Et quand il ne marque pas, on a l'impression que cette équipe est à la recherche de solutions qui ne viennent jamais. Et lui n'a pas été à la Coupe du Monde. Et lui n'a pas été à la Coupe du Monde. Lui est reposé normalement. Ouais. Mais apparemment, il traîne l'une ou l'autre blessure, ou en tout cas, il est toujours en récupération d'un certain nombre de blessures qu'il a eues. Donc, il ne serait pas encore à 100% de ses moyens. Imaginez. Bon, on verra ce que ça donnera face à Aston Villa, cette équipe d'Aston Villa qui a quand même changé depuis l'arrivée d'Unai Emery. Alors, selon en tout cas ce qu'on a entendu avec Gerrard, c'était toxique sur la fin de la présence de cette gloire, évidemment, de l'histoire de la Première Ligue, mais qui, comme manager, a un petit peu de mal à s'imposer. Beaucoup de critiques sur Gerrard, beaucoup de critiques sur Lampard, des joueurs qui, à peine clôturé leur carrière, se mettent... Bon, voilà. On ne va pas polémiquer là-dessus, mais on l'a vu dans le tableau sur les équipes en forme. Aston Villa en fait partie de ces équipes en forme. Et justement, Christian a fait le comparatif entre les buts marqués et le modèle offensif sous Steven Gerrard et sous Unai Emery. Et là, il y a une grande différence, Christian. Une très grande différence. Vous vous souvenez, dans la première émission, quand on a présenté Emery, j'étais pratiquement sûr, en sachant ce qu'il a fait avec les équipes précédentes et notamment avec la Villarreal. C'est un entraîneur qui sait comment manier une équipe de milieu de classement. Avec le top, c'est un peu plus compliqué, mais là, on le voit directement. Il a directement changé complètement l'aspect défensif, où ils ont perdu très peu de matchs. Mais regardez surtout, les 13 matchs de Gerrard et de son adjoint, il n'y a eu que 11 buts. Et sur les 8 matchs, il est déjà à 14 avec, regardez, la colonne de droite, avec le jeu dominant placé, avec
la reconversion rapide, donc c'est une vraie mise en place. Il marque le nombre nécessaire de buts sur phase arrêtée. Il est performant dans tous les domaines. Il a directement mis sa patte parce que c'est quand même quelqu'un qui a une expérience énorme. Il sait comment faire avec des équipes du subtop, je veux dire. Et ces équipes ont repris confiance. Watkins et d'autres joueurs ont commencé à marquer de nouveau. Et tout ça en très très peu de matchs. Donc vous imaginez, c'est de bon augure. Vous imaginez qu'avec ces stats-là, ils vont peut-être encore jouer l'Europe, hein. Ils sont pas loin, hein. Oui, Ils sont à 5-6 points de l'Europe. C'est ce que j'allais dire, je pensais exactement à ça, c'est qu'ils vont être très près de l'Europe parce qu'ils ont autant de qualité et je pense qu'ils ont une meilleure mise en place qu'une équipe comme Brentford et que quand ça va vraiment tourner à plein régime, cette équipe va vraiment dérouler. Avec des joueurs offensifs de qualité, on voit Bailey, il y a aussi Watkins qui commence de nouveau à retrouver son niveau qui était le sien il y a une ou deux saisons. Il a quand même pris 16 points en 9 matchs, Unai Emery, alors que Gerrard n'en avait pris que 9 en 12 rencontres. Comme quoi un changement d'entraîneur, ça peut quand même faire des miracles. Oui. Ça peut être la surprise du week-end. Aston Villa en forme qui irait gagner, disons, à Manchester City. Ça ferait... Ils devront être meilleurs que face à Leicester le week-end dernier. Il faudra surtout que City soit meilleur que face à Tottenham et monte sur le terrain avec un état d'esprit. On verra si De Bruyne sera titulaire ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment un problème ou... Beaucoup de questions à répondre et Aston Villa peut être la réponse définitive à la question de savoir s'il y a un problème à City ou pas. Comme Brentford nous dira s'il y a une vraie crise à Arsenal. Exactement, c'est 2 matchs quand même passionnants à vivre. Voilà, que normalement City et Arsenal doivent gagner sur le papier, mais qui seront sans doute très compliqués sur le terrain. Manchester City, Aston Villa, rendez-vous dimanche à 17h25. Il y a encore une rencontre dans cette 23e journée de Premier League qui se termine lundi soir et on ne pouvait évidemment pas ne pas en parler. C'est le derby, le légendaire derby de la Mersey. C'est lundi soir à 20h55, prise d'antenne. Liverpool face à Everton, on en parle après ceci. It's Crunchzone on Merseyside. One thing's for certain, when red meets blue, chaos will ensue. From the Everton crew. Brace yourself for some Monday night madness. It's the Merseyside derby. Liverpool actuellement 10e avec 29 points face à Everton 18e et donc toujours en place de relégable avec 18 points. Mais c'est un match, faut même pas parler de classement normalement parce que c'est un match immanquable. Un derby de la Mersey, que ce soit à Anfield ou à Goodison dans une saison de Premier League, ça ne se manque pas. Non, mais le mental, il est du côté d'Everton puisqu'ils viennent de battre Arsenal. Oui. Et du côté de Liverpool, le mental, il n'est pas là du tout parce que perdre 3-0 à Wolverhampton... C'est la dégringolade. C'est la dégringolade. Et la manière dont ils prennent les buts, c'est vraiment catastrophique, quoi. Donc, gros avantage, je dirais, au Toffees parce que là, ils sont dans une opération sauvetage. Ils ont commencé en battant le leader. Ils peuvent continuer en allant battre Liverpool. Et justement, Christian, on va nous parler de cette équipe de Liverpool. On a du mal à comprendre comment est-ce que les Reds en sont arrivés là en l'espace de quelques mois, parce qu'ils étaient encore deuxième. Et ils ont failli quand même réussir un quadruplé. C'était quoi, il y a 6, 7, 8 mois. Ils étaient à 2 matchs de réussir le quadruplé. Que se passe-t-il du côté de Liverpool? Parce que quand on voit les défaites, franchement, on est presque tombé de notre chaise. D'abord, il y avait les blessés. Puis après, on a observé dans le modèle défensif qu'il y avait, c'est l'équipe qui encaissait le plus sur des face-à-face. Donc, il y avait des difficultés à se retourner parce que le bloc équipe était très haut, qu'il y avait une dominance placée dans le jeu offensif qui n'était pas contrée par les reconversions rapides adverses. Et donc, il y a eu beaucoup de buts encaissés sur reconversion rapide. Et ça s'est amplifié. Et maintenant, voilà, aujourd'hui, si on regarde le tableau de Liverpool et de ses matchs depuis 2023, on pourrait se dire que si on enlevait Liverpool, on pourrait se dire que voilà, c'est peut-être Wolverhampton, c'est peut-être Bournemouth, mais non, c'est Liverpool. Et donc, 3 matchs où on encaisse 3 buts, c'est qu'il y a un véritable problème parce qu'on ne sait plus corriger. Alors, quand tout fonctionne bien, quand l'offensive va bien, quand Salah marque, quand Firmino marque et qu'on délivre des assists en venant des flancs, tout va bien. Mais quand ça ne va pas, il faut revenir à la base et il faut pouvoir arrêter cette hémorragie défensive. Mais quand sur 4 matchs, on encaisse 3 buts, c'est qu'aujourd'hui, le message ne passe pas. D'abord, ils encaissent souvent les premiers, mais ça, c'est pas nouveau. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, il faut pouvoir avoir l'humilité de se dire « Ok, ça ne va pas, on recule, on prend les choses en main, on essaye de bien fermer les différentes opportunités adverses et après, on va reconstruire sur l'offensive. »
Et là, c'est pas le cas. Donc, arrive-t-on maintenant à un essoufflement du message de la part de Klopp? Apparemment, lui, il dit non. Mais en tout cas, dans les chiffres et dans les faits, c'est tout à fait le contraire. Alors Van Dijk est blessé, il y a d'autres blessés, hein. Il y a Jota, il y a Diaz, il y a Konaté, etc. Mais prendre 3 buts à Wolverhampton, une équipe qui a du mal à en marquer, ne fût-ce que 1 par match cette saison, c'est incroyable. C'est plus accidentel aujourd'hui. On sait que Liverpool est sur les rotules. Est-ce que c'est les rotules physiques? Est-ce que c'est un impact psychique qui ne fonctionne plus? Mais il y a quelque chose à changer. Ce n'est plus le rouleau compresseur, mais ils ont joué à un tel rythme pendant ces dernières années que peut-être... pendant 6 ans, on peut retourner jusqu'en 2015. Où est leur pressing défensif? L'adversaire a le temps de réfléchir, donc le temps de vous marquer des buts. C'est plus accidentel, il y a une vraie crise aujourd'hui. Alors les chiffres crise de jeu en tout cas. 28 buts encaissés cette saison par Liverpool, alors qu'il n'en avait encaissé que 26 sur toute la saison dernière. Gros problème défensif, Christian. Et de milieu de terrain aussi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, mais je voulais rebondir sur quelque chose que Bruno disait, c'est que voilà, ils ont joué à un rythme très élevé, ils ont presté pendant les dernières saisons, mais le propre du management, c'est de pouvoir anticiper pour essayer de contrer ce phénomène qu'on appelle l'entropie, où tout tire vers le chaos, donc tout est tout le temps en train de se désagréger, donc il y a l'aspect physique, il y a l'état de forme, il y a les matchs, la répétition des matchs, on le sait bien, mais il faut pouvoir changer aussi de machine quand ça va pas. Et là, je trouve que les dernières arrivées, le nombre de blessés, le fait de ne pas être performant à des moments importants, il a quand même fallu cravacher pendant toute la deuxième partie de saison en janvier 2022 et gagner pratiquement tous les matchs pour se qualifier pour la Ligue des Champions. On était quand même relativement sur le fil du rasoir depuis longtemps. Là, ça se passe pas bien. Et quand on voit le modèle défensif des buts encaissés en 2023, on se dit mais c'est pas possible. Regardez ce qui est en rouge. Ils ne sont même pas. C'est même pas une équipe qui est dominée. C'est même pas une équipe qui se fait surprendre dans un jeu dominant rapide. C'est une équipe qui se fait surprendre sur jeu direct et sur phase arrêtée. 7 buts sur les 9 depuis le début 2023. Là, il y a un vrai problème depuis le début de l'année. Oui, et on peut dire qu'il y a vraiment un beau coup à jouer pour Everton parce que Sean Dyche est arrivé et ils ont déjà battu le leader. On l'a vu avec ce but marqué face à Arsenal. Il y avait 2 candidats pour reprendre le poste de Lampard. On ne peut pas être plus opposé qu'entre Bielsa et Sean Dyche. On a vu que le choix de Sean Dyche est peut-être le bon parce qu'il va quand même amener une structure dans cette équipe, une structure défensive. Mais c'est quelqu'un qui va sans doute tirer le meilleur d'un effectif qui n'est pas mauvais. Si on regarde poste par poste, à Everton, il y a quand même des bons joueurs. Si on regarde le match contre Arsenal, pour ne prendre que ce match-là, il y a une équipe. Il y a un banc, il y a des joueurs qui doivent encore revenir de blessure. Calvert-Lewin n'est pas encore à 100%. Mais il y a plusieurs missions pour Sean Dyche. Bon, il avait 2 matchs complètement difficiles pour démarrer. Il va peut-être faire un 6 sur 6 pour ces 2 premières immenses rencontres. Mais il faut réconcilier le public aussi avec la présidence. Cette année de présidence, 7 coachs différents. À un moment donné, le public, il vous dit, mais qu'est-ce que vous nous racontez ici aussi? Donc, il y a différentes missions. Mais bon, dès que l'équipe joue, ils ont démarré l'avant-match face à Arsenal. Pardon, Philippe. L'avant-match face à Arsenal, il y avait des banderoles dans les rues réclamant la démission. Et tout s'est terminé avec l'acclamation du public pour ces joueurs. C'est ça le foot aussi. Maintenant, je crois que Christian peut le confirmer. Les problèmes offensifs d'Everton n'ont pas disparu. Ils ont marqué un but sur phase arrêtée contre Arsenal. OK. De ça, ils n'ont pas été extraordinairement dangereux. Ils ont beaucoup de mal à... ils prendront au moins un point par match. Sûr. Donc c'est quand même le but, l'objectif de Enfin, Dyche. il y a encore beaucoup de problèmes à régler pour Sean Dyche. Trouver une efficacité offensive, c'est l'équipe la plus pauvre avec Wolverhampton de la saison. Il ne crée rien. Donc ça, il faut encore créer. Alors peut-être que contre Liverpool, c'est une bonne occasion parce que la défense est tellement... l'entrejeu tellement absent qu'il y aura des espaces. Encore faut-il les exploiter. Donc ça va être le message de Sean Dyche. Utiliser les faiblesses de l'adversaire. Je ne vais pas diminuer le mérite de Sean Dyche, mais j'ai lu une statistique. Les 14 derniers managers, ils se sont succédés. Les 14 derniers managers de Everton ont tous gagné leur premier match. Donc, peut-être pas contre Arsenal, enfin contre le leader de la compétition. Peut-être pas à chaque fois, mais il faudra confirmer, notamment dans ce match qui va faire évidemment vibrer toute la ville de Liverpool. Mais les problèmes offensifs sont toujours là. Ils ont marqué sur phase arrêtée face à Arsenal, mais il faudra à un moment trouver d'autres modèles pour... aller chercher ce maintien, puisque pour le moment, Everton est quand même toujours en place de relégable.
Moi, je suis inquiet. Honnêtement, j'ai regardé le match. Alors, j'étais avec Bruno et donc c'est vrai qu'il y avait un impact physique, il y avait un impact défensif très important. Mais tenir ce rythme-là, comme le faisait Onana, c'est-à-dire aller tacler à la 85e minute au point de corner, alors c'est très beau, ça donne beaucoup d'espoir peut-être dans des moments difficiles. Mais le modèle offensif, et comme dit Philippe, il est tellement inquiétant. Il n'y a rien dans le jeu. Regardez cette infographie. On dirait une infographie de après la 5e ou la 6e journée de championnat pour n'importe quelle équipe. Là, on est passé la mi-saison. Ce niveau-là, il n'est pas bon. Et malheureusement, c'est pas nécessairement la faute ni de Lampard et la difficulté que va avoir Sondage à sortir de ce truc-là. C'est Benitez qui a vraiment détruit le système qu'Ancelotti avait mis. Il faut savoir que cette équipe était la meilleure par les flancs, la meilleure sur centre, la meilleure sur le jeu de tête avec Richarlison, avec Calvert-Lewin. C'était une équipe qui était plaisante à voir. Benitez est arrivé, il a détruit complètement le système offensif et défensif. Cette équipe a du mal à sortir maintenant de cette difficulté. En plus, il perd Anthony Gordon qui est parti à Newcastle pour en fait encore diminuer l'aspect défensif. Il va falloir, je pense personnellement, il va falloir un miracle pour sortir cette équipe. Parce que, alors d'accord, l'entraîneur, il était habitué à travailler avec une équipe de Burnley qui se battait pendant plusieurs saisons pour pouvoir rester dedans parce qu'il y avait cet impact défensif, il y avait le travail, ce travail puissant et physique. Mais ça, à la fin, ça s'effrite. Donc, il n'y arrive pas. Donc, moi, je suis honnêtement, avec le modèle que je vois, je suis très inquiet pour Everton cette saison. Bon, il reste les corners. Hein. On a vu quand même pas mal de buts marqués sur corner. Mais est-ce que ce sera suffisant ? J'ai vu des bons flancs. Iwobi, mais ils ont travaillé énormément défensivement. Iwobi d'un côté, McNeil de l'autre. J'ai vu un bon Onana, mais Christian le dit, à un moment donné, c'est débauche d'efforts. Est-ce que vous pouvez reproduire ? Est-ce que ces joueurs-là, aujourd'hui, peuvent reproduire ça tous les week-ends ? Peut-être qu'ils peuvent faire 2 miracles de suite, un contre Arsenal, un contre Liverpool. Mais pour se sauver, cette année, il faudra battre les équipes de son niveau. Il y a beaucoup de candidats. Et ça va être beaucoup plus compliqué. Bon, une chose est sûre, c'est que les Toffees seront prêts pour le combat parce qu'avec Sondage, de toute façon, même à 8 contre 11, ils sont prêts. Voilà pour ce grand derby, même si le classement n'est pas extraordinaire pour Liverpool-Everton cette saison. Ça reste un des grands derbys, donc un des grands moments de la saison. Le programme complet de cette 23e journée de Premier League, le voici. On commencera donc samedi avec un premier derby londonien à 13h25, West Ham-Chelsea. Le fil rouge donc de Goals of the Day est un autre derby londonien. Absolument, c'est Arsenal face à Brentford. Il y a 4 autres matchs à la même heure. Bournemouth face à Newcastle, c'est le match du samedi soir. On enchaîne avec le dimanche. Vous le voyez, Leeds-Manchester United. Ça aussi, c'est un des gros duels. On a vu que mercredi, le partage entre les deux, 2-2 du côté d'Old Trafford, c'était un super match. Et à mon avis, ce sera encore le cas dimanche à 14h55. Le match de 17h25, c'est pour vous, Bruno. Oui, ça va être une belle semaine aussi avec le derby de la Mercy et puis Arsenal-Manchester City. Est-ce que le titre se joue sur ce genre de rencontre ? Pas certain, mais ça va nous donner quand même beaucoup d'indications. Derby de Liverpool lundi soir et puis le match que tout le monde attend, Arsenal-Manchester City. Reste à savoir quel sera l'écart entre les deux équipes, 5 points, 2 points, 8 points. Tout peut arriver, mais ce sera effectivement passionnant. Donc le programme est tout simplement magnifique sur vous Sport World dans les prochains jours. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que voici, que voilà. Et on va se quitter, messieurs, avec quand même un joueur dont on n'a pas parlé durant l'émission, mais on va le faire pour terminer. Le bouquet final avec Harry Kane, parce que c'est quand même un des grands joueurs de cette Première Ligue. Il a battu le record, 267 buts pour Tottenham, un record qui datait quand même de 53 ans. Et puis quelle classe de le marquer devant son public dans ce match-là précisément. Face au double champion en titre Manchester City. Donc on va se quitter avec un clip consacré à Harry Kane, parce qu'il a aussi marqué 200 buts en Première Ligue. Il n'y en a que 3 qui l'ont fait. Shearer, Wayne Rooney et Harry Kane est le 3e. Donc félicitations à lui. Merci Bruno. À bientôt. Merci Philippe. À très bientôt. Merci Christian. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Bye bye. Eriksen, and it's Harry Kane. Harry Kane! Oh, what a goal! One of their own! And here is Harry Kane for Tottenham. Oh, what a goal! Kane could be in again, and is, well, unlike most other players, he only needs half a chance. A century of Premier League goals
and a valuable point in the most dramatic of finishes. Son and Kane linking up here. Harry Kane's going for it. Another superb strike. Kane, Harry Kane in on the act. Magnificent finish. Kane! That is extraordinary! Harry Kane is in for his historic goal. He becomes just the third player to score 200 Premier League goals.